tous les gens qui sont vraiment architectes et qui vivent de ça aujourd'hui font de l'art à côté. Enfin, ils font de la musique, ils font de la cuisine. Enfin, ils arrivent à puiser l'inspiration ailleurs tout en étant créatifs. Enfin, Ouais, ils sont multi-créatifs. C'est ça. Mais c'est le métier qui veut ça au final. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Quiche, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture exerçant désormais dans un autre domaine. Cette introduction est un petit peu mensongère pour cet épisode, puisque j'ai fait une petite entorse à la règle. J'ai aujourd'hui l'honneur d'être avec Romain Zontag, qui a quitté les études d'architecture pour rejoindre le monde des effets spéciaux pour le cinéma. Salut Romain. Salut, merci de me recevoir, c'est très gentil. Et je suis honoré de participer à ce podcast. Honoré, rien que ça. Bien sûr, non, en discutant déjà, on a pu voir que tu t'intéressais un peu au monde des VFX et je suis content d'apporter et d'apporter aussi aux gens qui écouteront le podcast quelques lumières par rapport à ce monde. Super, comme ça tout le monde est content. Moi ça me fait extrêmement de plaisir d'avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un comme toi. Merci. Et justement, pour te présenter rapidement, pour les auditeurs, je vais faire une rapide chronologie. En 2009, tu as rejoint l'école d'architecture de La Réunion, puis celle de Montpellier l'année suivante. En milieu d'une deuxième licence 3, tu as mis fin à tes études d'architecture pour rejoindre Artefix à Montpellier, une école dans laquelle tu t'es formé aux effets spéciaux pendant 2 ans, avant d'avoir été chaleureusement invité à la quitter. Sans diplôme... Tu es tout de même parvenu à rejoindre une boîte à Montpellier pour bosser sur des effets spéciaux pour la publicité, puis à Paris sur ceux de films français, avec un portfolio allant d'un film de Polanski jusqu'au sequel de Boule et Bill, donc un portfolio assez varié. Finalement, tu déménages à Berlin et rejoins en 2017 Rise, un studio d'effets spéciaux qui travaille sur des productions mondiales telles que Stranger Things ou le dernier film Avengers. C'est bien ça. Tout est correct, super. C'est bien ça. Donc évidemment, pour débuter cette discussion, juste avant de commencer, petit mot de moi du montage du coup. Dans cet épisode, il va y avoir pas mal de termes en anglais, pour la simple et bonne raison que Romain travaille à Berlin et donc n'utilise pas la version française de beaucoup de termes au quotidien. La plupart d'entre eux sont assez faciles à comprendre, mais pour les termes les plus techniques, on a essayé de les traduire ou de les définir au cours de la discussion, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Bonne écoute. Donc évidemment, pour débuter cette discussion, la grosse question, mais pourquoi avoir arrêté les études d'architecture ? Wow, c'est une très grosse question. Alors j'ai été très passionné au départ. J'ai beaucoup aimé mes études en architecture. Néanmoins, je suis allé à Montpellier, donc je pense que les journaux aujourd'hui parleront plus pour moi de l'ambiance qui règne un peu dans cette école. Du coup, je connaissais un ami qui, lui, avait terminé son PFE et qui a intégré l'école Artefix, en fait. Et suite à ça, durant sa première année là-bas, on était tous les deux à Montpellier, donc il me montrait un peu ce qu'il faisait, quels étaient ses cours. Il me parlait clairement de ce qui se passait dans l'école et ça m'a bouleversé un peu vu que je me disais que, j'avais plus envie de faire ça que de l'architecture, vu que pendant mes études d'architecture, je me suis clairement formé à faire de la photographie, beaucoup de photographie. Et puis, en arrivant à Montpellier, je me suis rendu compte aussi que il y avait beaucoup de personnes qui avaient un très très bon niveau en rendu, aussi bien en présentation de panneaux et de projets que d'images et de perspectives en tant que telles. Du coup, ça m'a vraiment boosté à essayer de comprendre et savoir comment faire des super images, vu que je trouve que c'est quand même un moyen assez intéressant de communiquer l'architecture. Du coup, c'est un peu le pourquoi du comment. Alors, tu es dans une discipline assez précise dans les effets spéciaux, donc tu es match move artiste. Est-ce que tu pourrais expliquer, pour reprendre des termes comme à un enfant, en quoi consiste ce métier particulier ? Alors en gros, les effets spéciaux, c'est un peu comme créer un bâtiment. Au final, il y a beaucoup d'équipes qui vont intervenir sur plein d'étapes.
Et du coup, c'est pareil dans les boîtes de VFX, on a beaucoup de départements en fait qui travaillent ensemble, mais qui du coup ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes logiciels ou enfin tout est un peu différent et chacun a un peu sa spécialité. Du coup, moi, ma spécialité vient vraiment au tout début du process. Mon but, en fait, c'est de recréer les mouvements de caméra qui ont été faits sur set à l'aide de scans 3D, en fait, qu'on va récupérer à l'aide de photos ou de LiDAR, en fait, qui vont nous permettre d'avoir un mesh qui, après, va nous permettre de projeter des points, en fait, qu'on va venir traquer sur les images. En fait, on va venir traquer des pixels qui sont très contrastés. Du coup, le logiciel permet de sticker en fait un point sur ces points contrastés. Et la spline qui est dessinée par ces points sur l'image en fait permet au software de trianguler et de calculer avec un algorithme en fait quels seraient les mouvements de caméra dans cet espace 3D dû à ce qu'on voit dans le shot. Du coup, après, moi, j'entre tout un tas d'informations relatives à la caméra et à la lentille, par exemple, qui me permettent d'avoir des résultats très précis et qui, au final, nous permettent de recréer le plus fidèlement possible ces mouvements dans nos ordinateurs, afin de pouvoir intégrer des éléments 3D après sur le shot. Ouais, attends, en gros, en fait, du coup, si je comprends, c'est tu vas d'abord recréer la structure, enfin la scène en 3D, soit à l'aide d'un C'est nuage ça. de points, soit en le refaisant à la main, j'imagine. Et ensuite, ces données de tracking, elles vont servir à justement placer ta caméra, une caméra virtuelle, à la même position que la caméra réelle sur la scène. C'est ça. L'algorithme de mon logiciel va venir placer automatiquement la caméra et me permettre de récupérer le motion si j'ai été assez précis sur les coordonnées que j'ai mis par rapport à la caméra, la focale, tout ça, et les points que j'ai traqués après sur l'image, sur le shot en lui-même. Et en plus de ça, des fois, en plus de la caméra, on peut récupérer des objets aussi qui bougent sur l'image. Et du coup, pareil, les remplacer par des objets 3D qui vont venir recouvrir ou par exemple donner des indications à des départements. Par exemple, si on prend des mains, venir voilà, placer des mains dans un espace 3D pour qu'ils puissent créer des FX avec des pouvoirs magiques, par exemple, sur des mains ou ce genre de trucs. Mais en gros, toi, c'est comme s'il y avait un fond, la vidéo qui est plate, et tu viens par-dessus reproduire ton espace 3D, quoi. C'est ça. Comme ça, après, tous les départements, eux, ils ont une caméra et ils ont un endroit pour placer leurs effets. Et on peut continuer à travailler jusqu'à tout rebalancer sur l'image et qu'après, tout le monde voit ça au cinéma. Et du coup, je me demandais, et ça j'ai pas bien compris quand on a discuté hier, mais est-ce que tu vas sur les plateaux de cinéma, toi, en personne ou... Alors, je suis censé le faire. J'ai pas eu l'occasion trop. J'ai eu l'occasion une fois, mais ma sœur venait me visiter à Berlin. Du coup, je vais là en mode, je suis désolé. Enfin, c'est ce week-end. Enfin, c'était Port d'Arc. Et il m'avait proposé d'aller sur un tournage, mais enfin voilà, il m'avait dit ça le jour pour le lendemain. Du coup, enfin moi, ma sœur était là, donc j'ai dû refuser quoi. Mais enfin, je pense que ça viendra à l'avenir. Je pense que ça vient d'une part parce que mon allemand n'est pas parfait. Et je pense que ici, en tout cas, dans la situation où je suis, je serais envoyé sur plateau de tournage très proche de Berlin, en fait. Donc, je pense que les gens qui travaillent à Babelsberg, la ville où il y a les studios ici, ils parlent un peu tous allemand sur set. Donc voilà, je pense que ça viendra avec le temps. Enfin, peut-être que si je change de boîte aussi, je suis censé y aller. Enfin, je savais par exemple que quand j'étais à Paris, mon superviseur, lui, il y était assez souvent. Après, ça dépend des productions aussi. Je sais que il y a très peu de personnes de ma boîte qui vont se retrouver sur des plateaux de tournage si, enfin, par exemple, c'est fait au Kenya ou si c'est fait à Hollywood. Enfin, on voyage pas tant que ça, surtout maintenant avec le Corona. Donc, on doit se limiter et faire confiance aux grosses sociétés de production qui sont déjà en place là-bas pour récupérer les informations qu'il nous faut afin de faire les effets spéciaux. Ouais, du coup, tu me disais, il y a plusieurs... je pose plein de questions comme ça pour dire des trucs. Je sais pas à quel point ça rentre trop dans la technique, mais du coup, il
Hier, tu me disais que par exemple, tu avais des grilles de déformation pour connaître, vous, enfin, quand vous recevez le fichier image, quelle était la déformation de la lentille. Tu as plein de métadonnées associées à l'image. Tu as les nuages de points 3D de la scène. Et il y a quoi à peu près comme toutes les métadonnées que tu reçois et juste réexpliquer rapidement à quoi ça sert. Je sais pas si c'est trop technique ou pas, peut-être que je vous couperai. Hein. Non, on peut faire ça. En gros, techniquement, moi, les informations qui vont m'être les plus importantes, ce sera avec quelle caméra le shot a été fait, avec quelle lentille, donc quelle focale, quelle distance focale a été fait le shot. Ça, c'est les deux plus importantes notions qui m'intéressent. Après, bien sûr, avoir un scan 3D de la scène, c'est toujours bien. Mais c'est Bien pas qu'on peut faire systématique. sans. Mais le problème, c'est que, mettons, le shot ne bouge pas. C'est un shot tout fixe. Le problème avec ce genre de shot, c'est que mes points, ils vont rester tout fixes aussi. Donc, mon logiciel, il va Oui. interpréter ces points-là comme s'ils étaient sur un plan, en fait. Et dans ce genre de truc, si je dois calculer encore une distorsion par-dessus, ça commence à devenir trop complexe. Donc c'est là où le scan 3D nous aide pour venir vraiment placer fidèlement les points qu'on voit sur l'image là où ils devraient être exactement en 3D. Ce qui aide l'algorithme vraiment à travailler. Donc après tu parlais de distorsion, donc oui, chaque lentille qui vont être utilisées auront un profil de distorsion qui leur est propre. Du coup, il est crucial pour nous de récupérer ça afin de undistordre en fait le shot, vu que dans les logiciels 3D, les caméras elles sont parfaites, donc elles n'ont pas de distorsion liée à une lentille qui est soit sphérique ou soit anamorphique, et n'a pas toutes ces aberrations qui sont créées, vu que enfin voilà la lumière passe par toutes ces lentilles de verre qui compressent tout et qui sont après redécompressées. Enfin, c'est un process un peu compliqué, mais du coup, on doit undistort ces shots pour que les départements de 3D puissent, eux, venir replacer fidèlement et voir dans une caméra qui n'a pas ça. Une fois que tous ces éléments 3D sont placés, shadés, rendus, après, en compositing, on va revenir réappliquer la distorsion qui était au départ afin de redonner un profil homogène à tous ces éléments qui étaient là et on va dire redonner ce côté aussi imparfait qui fait que enfin qu'on y croit aussi quoi. Parce que si tout est parfait, au final, ça se capte encore plus que c'est de la 3D. Donc voilà, il y a ce petit travail là qui est fait et cette donnée là, c'est moi qui m'en occupe. Donc on récupère ça techniquement avec des damiers qui sont shootés en fait avec la caméra. Et ces damiers, vu qu'ils sont perpendiculaires, ils vont venir montrer clairement quelle est la distorsion. Et mon logiciel, lui, va venir mapper en fait tous ces petits carrés et retranscrire cette information visuelle en information numérique qui va me donner des degrés en fait de distorsion sur la lentille. T'as commencé à l'évoquer. Moi, j'ai une vision assez grosso modo de comment se passent les effets spéciaux, parce que des fois, tu vois passer sur Internet des démo reels d'effets spéciaux, enfin les différentes couches successives. Mais du coup, C'est ça. toi qui bosses dedans, est-ce que tu peux me dire clairement quelles sont les étapes successives après justement ton travail de match move pour arriver à un effet Alors, spécial final? Alors souvent, en même temps que le match move, tu vas avoir des compositeurs qui, eux, arrivent aussi dans une espèce de sous-département qui s'appelle prep. Et du coup, eux, ils vont arriver au départ et, par exemple, mettons, tu as une actrice qui est en train de planer au-dessus du sol. Il y aura obligatoirement des câbles pour la soutenir. Du coup, lui, son Ah travail, bon? c'est de venir... Du coup, lui, son travail, c'est de venir effacer les câbles et de venir repeindre en fait le fond pour que ce soit invisible. Ou tu peux avoir des travaux plutôt de clean sur des fonds verts. Enfin, par exemple, nous, quand on va venir traquer une caméra et que le seul truc qu'on voit derrière, c'est un fond vert, tu auras des petites croix, en fait, ou des gommettes
qui seront d'une autre couleur pour venir contraster avec le vert et qui vont nous permettre de récupérer un mouvement. Sauf que les mecs après, eux, qui vont venir effacer le fond vert, eux, ils les veulent pas ces croix-là, donc du coup c'est pareil, t'as des compositeurs en fait qui vont juste venir effacer les croix et faire en sorte que tout le temps le vert reste homogène derrière les acteurs afin que ceux après qui viennent quiller le vert en fait, effacer le vert, enfin voilà, ils effacent que du vert et il n'y a pas des croix qui se baladent ou des trucs qu'on peut oublier après qui vont se fondre dans le décor mais qui peuvent se voir par des gens comme Faux Raccord. Du Un coup, technicien dans le champ. c'est ça. Du coup, voilà, il y a ça. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que le plan il est cleané, et qu'il est prêt à aller plus loin et que une caméra est faite, si s'il y a de la grosse 3D qui doit être faite, bien sûr, pendant que nous on faisait tout ça, il y a un département de layout qui lui a probablement, je sais pas, essayé de récupérer les assets, donc les objets dont on va avoir besoin dans la scène, essayer déjà d'avoir un espèce de shading qui fonctionne. Shading, c'est l'étape en fait qui concerne, enfin voilà, les textures et comment les textures elles vont rendre par rapport à l'environnement. Enfin, par exemple, tu peux avoir du gravier, mais ce gravier, ça se trouve, il est mouillé, donc du coup, tu vas devoir changer ton shading Pour que ça pour apparaisse que brillant comme pour il que ça faut. apparaisse. Enfin, ça a trait en fait à comment ta texture elle est lightée, tout ça, tout ça. Essayer déjà d'avoir un espèce de shading qui fonctionne, essayer de tester des lights, un lighting, pour voir si ça s'intègre plutôt bien. Donc une fois que tout ça c'est fait, après une fois que la caméra est là-bas, ben t'as tout le département CG qui récupère la caméra, qui teste l'asset avec la caméra pour voir comment ça rend. Si par exemple l'asset il doit exploser ou il a des particularités un peu genre FX en fait. En gros, quand je dis FX, c'est un autre département qui lui va venir simuler tout ce qui est air, feu, eau, enfin toutes ces choses en fait qui bougent et qui sont un peu en vie et du coup qui nécessitent d'émettre des particules en fait dans l'espace 3D pour pouvoir simuler le comportement de tous ces fluides. Donc voilà, il va y avoir une grosse partie CG qui va être fait. Donc shading rendu, pareil pour les FX. Et une fois que tous ces éléments 3D sont prêts, là les compositeurs, eux, enfin voilà, en fin de process, ils récupèrent toutes ces plates, toutes ces assets, tous ces rendus et ils viennent les compiler et faire un peu du Photoshop vidéo pour qu'à la fin tout puisse matcher ensemble et faire style ça a été filmé comme ça quoi. Ok. Et du coup, toi, comment ça se fait que tu te sois orienté vers le match move? Enfin, en particulier, qu'est-ce qui t'a attiré dans... Est-ce que tu songes un jour à passer parmi les autres étapes ou... Alors quand j'ai quitté Artefix, j'étais spécialisé en FX, donc enfin tout ce qui est simulation de particules, faire des grosses tornades, des vagues, ce genre de trucs. Comme tu l'imagines, ça a l'air super fun et du coup, à mon sens, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et qui sont en plus très très bons. Faire des FX, ça te limite aussi à... Enfin, je parle de limiter, mais en gros, il faut que tu aies une super bonne machine en fait pour pouvoir faire des FX. Parce que tu vas simuler des millions et des millions de particules, tu vas venir les enregistrer sur ton ordi et tout de suite c'est des fichiers qui pèsent des gigas et des gigas. Du coup, enfin, il faut avoir des machines de guerre à la maison pour pouvoir être un peu tranquille et pouvoir essayer de développer. Moi, j'ai fait Artefix avec mon MacBook d'archi, du coup, je me suis un peu tiré des balles dans les pieds en faisant ça. Et j'ai vite réalisé que, enfin voilà, si je voulais, enfin après Artefix pousser là-dedans, il me fallait une super bonne machine, chose que je pouvais pas faire à ce moment-là. Du coup, j'ai essayé plus de switcher vers la CG, enfin ce qui est modélisation, rendu, tout ça. Mais j'ai eu une proposition de travail en fait à Paris à un moment et ils m'ont proposé de me former en match move, bien que j'avais
j'avais un peu appris, mais pas sur les mêmes logiciels en fait à Artefix. Du coup, j'ai saisi l'opportunité et j'étais un peu généraliste sur le moment là-bas, mais quand même pas mal focus sur le match move. Et au final, ça m'a pas mal plu. Il faut être, je pense qu'il faut être un peu perfectionniste sur les bords pour faire ça, parce que, enfin, tu sais, des fois, enfin, enfin, on appelle ça du pixel fucking en fait en anglais quoi. Enfin, c'est vraiment, tu zoomes à mort sur l'image et tu regardes vraiment si ton point il n'a pas dépassé d'un pixel parce qu'il faut vraiment que, enfin, tous tes points qui sont enregistrés dans l'algo, s'ils sont parfaits, au final, ton rendu il est censé être parfait. Enfin, c'est ce que j'aime bien aussi dans mon travail au final. Il y a beaucoup de départements qui, comme ils sont très très créa, mais il y a quand même un espèce de gros studio derrière qui sait un peu ce qu'ils veulent et qui sont en train de payer pour ça, mais tu sais, ils peuvent te demander de faire 40 fois la même chose et ne pas avoir aucun problème avec ça. Enfin, j'aimerais pas être dans cette posture-là. C'est pour ça que j'aime bien. Enfin, je sais que quand ma caméra elle fonctionne, elle fonctionne. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, je tergiverse pas quoi. Enfin, si elle fonctionne pas, ça se voit, et si elle fonctionne, ça se voit. C'est le côté cool de mon travail aussi. Tu dois bien t'entendre avec les gens qui font de la rotoscopie. Mon coloc, il fait ça. Pour expliquer les termes rotoscoping, le rotoscoping c'est en gros du détourage image par image. Ça a l'air sympa aussi. C'est au niveau des cheveux, des trucs comme C'est. ça. Ah, j'ai eu des. J'en ai fait des cauchemars quand j'étais à Artefix. Enfin, à un moment, on avait voilà, un exercice roto et c'était pas. Mais après, enfin voilà, enfin, je pense il y a des gens, par exemple, enfin, je comprends pas comment ils font du rigging, mais enfin, au final, il y a des gens qui kiffent ça à mort et qui font ça super bien. Donc, bon, il faut un peu de tout aussi dans cet univers-là, même si on est tous un peu des artistes, entre guillemets, mais enfin voilà quoi. On a tous, enfin, c'est bien qu'on soit tous un peu spécialisés aussi. Enfin, c'est difficile de tout savoir en fait. Il y a tellement de logiciels qui changent, il y a tellement de pratiques qui changent. Enfin, c'est difficile de rester à la page. Enfin, je vois très bien, il y a beaucoup de gars qui sont au-dessus de 35 ans. Tu vois déjà dans leur manière de procéder et tout, dès que toi tu commences à leur dire ouais, mais tu sais, tu peux faire comme ça et tout, et les mecs te disent ouais, non, t'es pas censé faire comme ça et tout, t'es censé faire comme ça. Enfin, alors que les deux manières se valent, tu vois, mais enfin, tu comprends aussi enfin, voilà, ils ont été instruits sur ce modèle-là et ils ont pas trop envie de changer vu que, enfin, ça peut être compliqué aussi et un peu fatigant d'apprendre des nouvelles interfaces tout le temps ou des nouvelles manières de faire X tâches dans les effets spéciaux. Mais bon, c'est le challenge aussi, on en apprend tous les jours. Je trouve ça cool. Et, et justement sur cette transition, à quel point c'est facile le métier de VFX, est-ce qu'on pourrait évoquer les conditions de travail dans le monde des VFX? Parce qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent, en même temps que les articles sur la culture de la charrette en archi qui sortent, qui montrent que à certains endroits, le monde du VFX, c'est aussi assez tendu. Mais en fait, je pense qu'il y a une généralité enfin, de culture de la charrette, vu que Hollywood n'a pas le temps, en fait. Enfin, et tout va vitesse grand V. Le Corona a encore plus bouleversé l'industrie aujourd'hui. Du coup, enfin, c'est compliqué de tenir les délais. Je pense pour beaucoup de boîtes, c'est compliqué aussi de faire avec les budgets que Hollywood nous impose, vu que, comme je te disais hier, on n'a clairement pas d'union. Enfin, je pense que t'as peut-être déjà dû voir des gens qui mettaient des carrés verts comme photo de profil à un moment. Et ça, c'était par exemple des artistes VFX en fait qui protestaient déjà un peu dans le temps par rapport aux conditions qu'ils avaient, par rapport à la couverture maladie aussi en Amérique et comment ils arrivaient à dealer un peu avec tout ça et les deadlines et le fait que c'est difficile de s'absenter. Enfin, il y a beaucoup d'histoires en fait sur cette industrie, mais enfin, je pense que le fait est que on n'a pas
Enfin, voilà, on n'est pas unifié, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de grille non plus. Enfin, par exemple, au niveau français, je sais que il y a un budget pour les VFX, mais il n'y a pas de budget clairement pour tous les gars qui sont dans ce budget VFX, quoi. Alors que je pense que ce serait bien. Enfin, tu vois, le mec qui, par exemple, prend soin du chien du directeur sur set à Hollywood, si ça se trouve, bah, il a un meilleur salaire que moi, tu vois, alors que, enfin, on produit autant, voire plus que ce mec-là sur, enfin, voilà, au niveau de l'investissement du film, quoi. Donc, je sais pas trop. Enfin, après, c'est pas non plus super mal payé. Après, il y a quand même des mois où ça peut être relax. Enfin, je pense que ça dépend des boîtes. Ça dépend de comment ils ont envie de gérer le truc. Ça dépend du nombre de personnes qui sont dans cette boîte aussi. Parce que c'est clair que de faire le choix d'aller par exemple dans des boîtes comme Weta, ILM ou MPC, c'est quand même se dire que enfin voilà, tu vas travailler avec des milliers et des milliers de personnes, quoi. Du coup, enfin, ça va être compliqué d'évoluer dans ce système-là, et ça va être compliqué en plus d'avoir une discussion humaine avec toutes les personnes avec qui tu vas avoir, vu que la plupart du temps, ça se passera derrière un ordinateur sur un chat. Donc, Et c'est une usine à images, en fait. je pense que ça dépend des gens. C'est ça. Ça dépend des gens, ça dépend ce que tu recherches. Enfin, après, tu sais, j'ai rencontré des freelances, par exemple, qui faisaient 2 mois à Stockholm, qui allaient 3 semaines à Barcelone parce qu'ils pouvaient, qui en plus, ils avaient la copine qui pouvait travailler de n'importe où. Donc, du coup, enfin, c'est ouvert à plein de possibilités. Ça peut te permettre d'être un exécutant, comme ça peut te permettre d'être très très investi, et en plus d'être touche à tout selon, enfin voilà, l'envergure de la boîte. Donc enfin, je pense que c'est un peu comme tout, bien que ça puisse être encore une fois bien compliqué maintenant, vu qu'en plus, tu vois, j'ai travaillé sur un film de Wes Anderson, je sais même pas s'il va sortir. On se pose tous la question au travail si un jour on va pouvoir le voir, vu que, enfin, il était censé être programmé à la Berlinale. On nous avait même un peu dit que il y aurait un tapis rouge et qu'on serait invité. Et au final, enfin, Mais on ne sait il y a pas. beaucoup de projets annulés. Bah, c'est pas qu'ils sont annulés, c'est qu'ils sont juste reportés, vu que Ah oui, les cinémas sont fermés, du coup. les créneaux là où ils étaient censés sortir, en fait, je pense pour participer à des festivals, par exemple, ben ça tombe pas bien, quoi. Donc voilà, par exemple, le James Bond aussi, il est reporté jusqu'à je sais pas quand. Je sais que maintenant il y a HBO Max qui a dit que il y avait des films qui allaient sortir en même temps en streaming et en salle de cinéma, mais je sais pas comment ça va être appliqué en France ou en Europe. Donc à voir, enfin, ça change complètement le paysage, ça change les deadlines, vu que quand tu finis par bosser sur de la série télé, bien sûr, il y a un peu moins d'argent que sur des films, et les deadlines sont plus courtes, bien que souvent les studios veulent une qualité maintenant qui soit égale à celle des films au cinéma, vu que ça devient un peu le média le plus vu. En plus, les Donc gens ont voilà, des écrans de plus en plus nets, donc maintenant ils peuvent voir. exactement, enfin, enfin, tu peux pas avoir droit à l'erreur, enfin, tu travailles, enfin, nous, personnellement, on travaille enfin, sur des shots qui sont 8K, quoi. Donc ils arrivent, ils sont en 8K, donc enfin, c'est de la qualité. Ouais, d'où le fait que le MacBook Pro, ça devient tendu. Ça, c'était avant. Et en 2021, là, et en 2020, il y a quand même eu, avec la fermeture de cinéma, un gros mouvement de Disney qui a sorti son Disney+, qui a sorti Soul sur Disney+, alors que c'est un gros Pixar. T'as HBO qui, je crois, lance des trucs aussi de son côté. C'est ça, c'est ça, Et c'est est-ce ça. que ce mouvement, je vais pas te demander, est-ce que les cinémas vont disparaître, mais plutôt, il y a une tendance qui va faire qu'il y a de plus en plus de séries originales Netflix, etc. Et est-ce que ça a un impact particulier sur la pression qui vous est mise, ou sur les conditions de travail, ou sur les deadlines? Enfin, par exemple, hein,
Black Panther pour moi est le projet sur lequel j'ai pu avoir le plus de confort possible. Enfin, t'avais l'impression que ça avait vraiment été fait, enfin voilà, avec tout ce qu'il fallait, enfin un gros professionnalisme. Et j'ai l'impression qu'après ça, enfin, c'est devenu un peu de pire en pire. Des fois, j'ai l'impression que des films sur lesquels je travaillais à Paris, donc des films français, étaient vachement mieux réalisés, en tout cas au niveau des effets spéciaux et des infos dont on avait besoin, en tout cas, enfin la coordination qui était faite sur set et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois, on avait un standard qui était un peu plus haut que ce que je reçois maintenant, donc après, je suis pas là-bas à Hollywood, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais de ressenti, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la débandade et qu'il y a plus le temps, quoi. Enfin, et il faut juste produire. Après, c'est une industrie qui en veut. Enfin, c'est des studios qui engloutissent énormément d'argent et qui, par derrière, en font énormément. Donc, enfin, c'est pareil. Je pense que c'est difficile de dealer. Enfin, j'imagine que ces gens-là, ils mettent de l'argent, ils placent de l'argent sur quelque chose, mais si ça se trouve, cet argent-là, ils l'ont pas encore, mais ils sont peut-être sûrs de l'avoir. Donc, du coup, enfin, tu vois, c'est ce genre de mécanique qui fait que, aujourd'hui, ils sont là à essayer de sauver les meubles, à se dire, bon, ben, Netflix, ça a l'air de marcher très bien. Il faut qu'on parte sur ce créneau-là. Après, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas. C'est vrai que nous, bah, comme je te disais, au niveau des deadlines, j'ai l'impression que, enfin voilà, c'est plus court et qu'au niveau des datas qu'on reçoit, c'est pas non plus super, super, super. Mais c'est-à-dire que vous perdez du temps sur des trucs qui pourraient avoir été gagnés s'ils avaient pris le temps sur le Ça, c'est set. sûr et certain. C'est sûr et certain sur toutes les prods. Enfin, t'as des lacunes de communication entre les gars qui font des VFX et les gens qui sont sur set. Autant, je pense, que les archis ont des lacunes de communication des fois avec des ouvriers sur chantier. C'est juste que d'un côté, t'as des mecs qui sont hyper spécialisés et que de l'autre, t'as des gars qui sont censés savoir un peu tout, mais qui sont pas spécialisés. Donc du coup, tu peux avoir des différences sur set ou des malentendus qui font que des fois, ben, tu récupères pas ce que tu veux et eux, vu que ils sortent les sous et que en plus ils te donnent l'opportunité de travailler sur un projet, ben, c'est à toi de trouver les solutions pour faire le shot. Ou en tout cas rentrer pareil dans leur grille tarifaire et faire en sorte que nous, ce qu'on va faire, ça va pas coûter plus cher que ce que eux ils veulent. Donc essayer de résoudre des problèmes. Enfin, c'est c'est beaucoup de, de résolution de problèmes aussi. Enfin, il y a beaucoup de parties créa, bien sûr, mais ça reste quand même beaucoup de résolution de problèmes et des fois de casse-tête aussi pour essayer enfin, voilà, d'y arriver en temps et en heure, quoi. Ça a l'air quand même, il y a l'air d'avoir pas mal de parallèles avec l'architecture. Enfin, c'est assez intéressant. Ah, il y en a énormément. Enfin, pour moi, les deux disciplines se ressemblent. En tout cas, l'architecture et le cinéma se ressemblent énormément. Enfin, c'est des disciplines artistiques qui font appel à plein d'autres disciplines artistiques liées entre elles pour donner un produit fini qui, au final, a une dimension autre ou encore plus que entertain. Enfin, tu pourrais regarder des bâtiments, par exemple, de Ricardo Bofill et dire, ouais, bah, c'est juste pour l'entertain. Enfin, ça sert à rien, mais au final, enfin, ça sert quand même à dégager une certaine émotion. Il y a une gestion de l'espace qui est quand même assez intéressante. Il y a une gestion des matériaux qui est quand même assez puissante. Donc, c'est pareil avec les films. Enfin, il y a des films qui, bien sûr, sont faits pour entertain, mais il y en a d'autres qui, enfin, te font quand même assez réfléchir ou qui te permettent de voir des choses sous un autre angle. Le seul truc qui est différent, c'est que, enfin voilà, on l'évoquait hier, être architecte demande beaucoup plus de rigueur et te demande beaucoup plus de... C'est une grosse C'est responsabilité, on ça, disait. c'est ça.
C'est ça, c'est ça. C'est une très très grosse responsabilité. T'es un peu garant de ce que tu construis et en plus tu représentes tous les autres corps de métier sur cette décision un peu juridique si jamais le bâtiment se casse la gueule. Du coup, c'est vrai que ce côté-là existe un peu moins dans le cinéma vu que enfin c'est par définition un peu plus léger. Enfin, il y a personne qui peut mourir en regardant un film alors que le bâtiment s'écroule là. Les dommages collatéraux peuvent être assez gigantesques, donc enfin selon le bâtiment, du coup voilà. Mais oui, les disciplines se ressemblent énormément. Même les études en elles-mêmes se ressemblent énormément. La charge de travail demandée est la même. Enfin, j'ai pas ressenti clairement de gap entre avoir fait les études d'archi et artefix. Enfin, pour moi, c'était ok, c'est tout pareil. En fait, il y a aussi ce truc où c'est. Enfin, tu dis que ça mélange des disciplines artistiques pour arriver à un résultat, mais en fait, c'est à la fois artistique et technique. Enfin, toi, clairement, ce que tu aussi, fais, oui, ton c'est métier, c'est très, plus c'est très, très, technique que artistique. Enfin, je sais et pas oui, comment oui, tu le oui, vois, oui, mais. clairement. Enfin, le match move est très, très technique. Mais, enfin, ce qu'on fait au final, les VFX en tant que tel reste quand même une discipline artistique. Enfin, vu que à la fin, enfin, ce que tu vois relève d'un consensus d'artistes qui te permettent de voir ce que tu vois dans un film. Et est-ce que, pareil, en parallèle avec l'architecture, est-ce qu'au cinéma, il y a ce truc comme en architecture où chaque. Vu qu'il y a des questions financières aussi dans les effets spéciaux et du coup, le temps passé dessus compte, est-ce que chaque décision doit être motivée par un choix plus qu'artistique? Bien sûr. Et par exemple, les effets spéciaux sont décidés le plus tôt possible, en fait. Dès le storyboarding, t'as des boîtes de VFX qui, enfin voilà, les plus grosses, hein, par exemple comme ILM ou La Weta, qui eux ont déjà la chance de pouvoir collaborer avec les gars qui vont faire le film. Et ils ont des départements concept art, en fait, qui eux vont déjà commencer à travailler en pré-prod et venir designer plein de trucs. Et dans ce sens-là, ben, enfin voilà, ça leur permet déjà de préparer en amont toutes les scènes et de se dire bon bah ça on va pouvoir faire comme ça et de discuter aussi avec les réals et leur dire bon bah écoutez ça paraît intéressant, on peut avoir cette piste là pour le faire comme ça, on peut le faire comme ci, on peut le faire comme ça et puis du coup ça peut permettre à la boîte de prod aussi de budgéter en fait tous ces plans à effets spéciaux et à partir de ce moment-là ils font le film. T'as bien sûr une équipe VFX qui est sur tournage qui va s'assurer que tous ces plans qui vont nécessiter des effets spéciaux vont être faits comme il faut, normalement. Et, euh, et voilà, après, une fois que c'est fait, bah, ça passe en post-prod, quoi. Mais oui, bien sûr, t'as des boîtes qui se chargent de même faire ce qu'on appelle de la prévise, en fait. C'est une version 3D du film vraiment, vraiment mauvaise, mais qui permet aussi au réalisateur de venir définir déjà des mouvements de caméra dans des espaces 3D, de venir définir des mouvements d'assets, enfin voilà, d'avoir un espèce de feeling déjà de ce que va être le film pour que après bah, tout le reste puisse se goupiller quoi. Parce que le problème en fait c'est d'en faire les VFX c'est de les faire bien en fait au moment où tu les filmes quoi. J'allais te parler un moment du Mandalorian. Et eux, ils ont révolutionné un peu la manière enfin voilà, de faire des Ah effets oui, oui, spéciaux oui. maintenant sur tournage en te mettant dans ce truc qu'ils appellent le volume, Ouais. qui est en fait Leur écran à un 360. 360 d'écran qui en fait est relié à un rig en fait, placé sur la caméra. Et cette caméra, en fait, via ce rig, communique dans un moteur de rendu temps réel qui te permet, en fait, de venir avoir l'arrière-plan que la caméra est censée avoir à ce moment-là, dans cet environnement-là, et de venir capter presque, enfin voilà, quasi tout sur set, quoi. Ouais, c'est comme Vu une que, anamorphose en fait. Si t'es pas de l'angle de la caméra, ce qu'il y a dans l'arrière-plan, ça a aucun sens. Mais du point de vue de la caméra, c'est les bonnes perspectives, les c'est bonnes ça, la parallaxes, etc. parallaxe, en fait, exactement, la parallaxe qui va être créée par le motion de la caméra et ce qui va être projeté derrière va être automatiquement parfait.
Du coup, techniquement sur des productions comme Le Mandalorian, les effets spéciaux, ils vont intervenir là où, par exemple, le set et les écrans, ils vont se toucher. Oui. Et du coup, tu vas voir qu'il va y avoir une espèce de ligne de démarcation. Donc là, il va y avoir un travail VFX pour venir régler ça. Bien sûr, tu auras toujours du make-up VFX sur les acteurs. Ça arrive assez souvent. Il y aura toujours tous ces FX que tu peux pas créer sur set qui vont être créés. Mais au final, ce volume te permet de gagner un temps considérable qui aujourd'hui est très recherché. Enfin, tu as énormément de boîtes de VFX aujourd'hui qui sont en train de créer leur propre mur, quoi. Ouais, bah, du coup, t'as les bons reflets sur les trucs métalliques, etc. Mais ça va tuer ton métier. Exactement. Bah, clairement, hein, je vais pas te mentir, je pense que, enfin, c'est une belle expérience de travailler dans les effets spéciaux, mais je pense que je vais pas finir vieux là-dedans. En tout cas, j'ai pas trop envie non plus de continuer tout ce temps-là, en tout cas, à faire du match move. Enfin, j'ai beaucoup de projets, par exemple, par rapport à La Réunion. Enfin, j'aimerais bien monter une boîte de VFX là-bas. J'aimerais aussi essayer de monter une école là-bas, vu que c'est quand même assez compliqué pour plein de gens surtout maintenant, de quitter La Réunion pour faire leurs études. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été contraints aussi de quitter La Réunion pour faire leurs études. Ce qui a été pour certains super intéressant et pour d'autres assez destructeur, vu que c'est une autre réalité que ce qui se passe en France. Du coup, je peux comprendre aussi qu'il y ait des Réunionnais qui veuillent pouvoir se former pas loin de leur famille et pouvoir rester dans un environnement qui leur convient. Et dans ce sens-là, vu que j'ai été sponsorisé et aidé par la région de La Réunion pour faire mes études, j'aimerais aussi plus tard essayer de rendre un peu l'appareil à ces futurs jeunes qui voudront peut-être travailler dans ce milieu-là ou juste se former dans les métiers du cinéma. Vu que l'île est magnifique et qu'on a plus de 220 microclimats différents, ce qui te permet d'avoir une infinité de décors qui, je pense, une fois que tu donnes ce savoir-là à des jeunes, il y a une infinité de choses qui peuvent être faites à La Réunion aussi, rien que sur le territoire. Donc, dans ça, ça m'intéresse. On n'en a pas discuté hier, mais j'avais fait un service civique et j'ai été lauréat de l'Institut de l'engagement. En fait, c'est quelque chose que tu peux faire suite à un service civique. Tu passes un oral, en fait, via des gens qui font partie de cet Institut de l'engagement. Et après, en gros, ils te sponsorisent un peu pour soit faire une formation, soit ils essayent de t'intégrer dans si tu veux faire un master, par exemple, en Sciences Po, mais que t'étais en sciences ou en histoire ou en licence, ils peuvent essayer de t'intégrer en Sciences Po, vu que ton profil peut passer et tout. Ou sinon, ils t'aident à créer un projet professionnel. Et moi, à ce moment-là, vu que je sortais d'Artefix et que je commençais à travailler un peu sur Montpellier dans une boîte de VFX, j'avais pour idée justement de développer tout ça et je leur ai proposé ce truc-là et eux, le retour était que pour eux c'était intéressant et qu'ils voyaient La Réunion clairement comme une terre potentielle de cinéma. Donc ça m'a pas mal motivé aussi par la suite pour embrayer dans des boîtes de VFX et essayer de networker, de connaître plein de gens, essayer de leur parler de mon projet aussi pour voir comment ils réagissaient. Essayer de leur dire par exemple, oui, vous, Européens, si par exemple je vous propose, moi un jour ayant une structure à La Réunion, de venir y travailler, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Et j'ai une infinité de réponses intéressantes, mais ce qui revient le plus souvent, c'est mec, bien sûr que si au mois de décembre il fait 35 degrés chez toi, ça m'intéresse plus de travailler chez toi que
en Allemagne ou à Stockholm ou je sais pas où en Europe, quoi. On est très facilement persuasifs, les Européens, t'inquiète pas. Tu nous dis la Réunion? Oui, oui, pas de souci. Donc après, c'est tout un process qui va être très compliqué à mettre en place, mais j'y pense depuis un bon moment et j'essaye de faire avancer le projet petit à petit. J'essaye aussi de m'extirper un peu de ça et justement d'essayer de développer des projets avec des amis et enfin voilà, de justement se mettre dans ces bottes plus de producteurs exécutifs d'effets spéciaux plus que d'artistes, quoi. Enfin, j'aimerais plus en fait avoir des discussions plus tard avec des réalisateurs et essayer de leur permettre de réaliser leur vision en fait et par derrière de leur faire un suivi et de leur faire connaître d'autres artistes qui sont moi dans mon carnet d'adresses et leur permettre voilà tu veux ci dans ton film, moi j'ai ça et on peut discuter comme ça, quoi. Donc c'est la posture un peu dans laquelle je suis. J'essaye de prendre le plus de skills possible dans mon travail à Rise, vu que je travaille sur des trucs qui sont quand même assez poussés. J'essaye d'apprendre le plus possible comment ils arrivent à gérer leur truc, comment la boîte elle est tenue, quel est leur management, quelles sont leurs positions, parce que je pense que c'est assez formateur aussi si plus tard je veux entrer dans cette position-là. Donc j'essaye de mettre à bon escient le temps que j'ai à Berlin, et puis je pense que quand je sentirai que ce sera un peu trop, vu que je pense que tu as dû le comprendre un peu, c'est quand même un peu tendu et j'ai pas trop envie de m'éterniser là-dedans. J'essaierai de commencer mes projets à La Réunion et advienne que pourra. Mais c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de savoir ce que ça va devenir. Je suis à fond avec, Merci. à fond avec toi. Merci, c'est super gentil en tout cas. Il y a une question là qui vient comme un cheveu sur la soupe, mais Vas-y. que j'aime bien poser à tout le monde. C'est si tu te rencontrais toi dans le passé, donc toi typiquement qui est sur le point de se lancer dans les études d'archi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Est-ce que tu lui dirais Ça de dépend. directement aller dans les effets spéciaux ou est-ce que tu lui dirais Il y a énormément de choses que je me dirais. C'est fou. Mais je pense de continuer à y croire et juste mon parcours un peu tumultueux, il fallait que je l'aie. Et je pense que c'est que comme ça que j'aurais pu être ici aujourd'hui. Du coup, non, je pense que juste tiens le coup, lâche rien et puis suis ton cœur surtout, quoi, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu arrêter Archie. C'était pas facile. Je passais un mois chez moi à essayer de le présenter de 1000 manières différentes à mes parents dans ma tête et puis il y a un mois qui est passé comme ça et puis au bout d'un mois je me suis dit bon allez, je vais les appeler, je vais leur dire parce que donc voilà. Non, franchement, juste de faire ce qu'on veut. C'est difficile en tant que jeune de vraiment savoir ce qu'on veut des fois. Du coup juste de suivre son instinct. Je pense que l'instinct, si on croit en soi, je pense que tout peut se faire. Franchement, je viens d'une petite ville de La Réunion. Aujourd'hui, je bosse sur des gros trucs de folie hollywoodien. Même moi, ça, c'est assez fou. est-ce que ton nom apparaît au générique ou alors il y a juste RiseFX? Non, mon nom apparaît sur quasi toutes les prods sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a que en France où c'était un peu plus compliqué d'avoir c'était souvent que des gens un peu en haut qui l'avaient. T'as l'impression, tu sais, qu'il y avait que quelques slots possibles, donc du coup mais à Rise, en tout cas sur des grosses productions hollywoodiennes, tu peux t'amuser à rester jusqu'à la fin du film, hein. Ça défile pendant des minutes et des minutes, hein. C'est aussi comme ça que tu te rends compte que au final c'est des villages entiers de gens qui font tout ça, quoi. Bon, j'attendrai la prochaine. De toute façon, mes potes, si c'est des Marvel, ils veulent toujours rester jusqu'à la fin, donc autant chercher ton nom, ça m'occupera avant la scène post-générique. C'est ça. Hier, on avait commencé t'avais commencé à m'expliquer ce que pourrait apporter le monde des effets spéciaux à l'architecture, justement.
quand j'étais à Artefix, en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, c'est compliqué d'arriver à du rendu photoréaliste, surtout si tu commences à faire des caméras qui bougent et de la vidéo par derrière, comparé à juste rendre une image fixe. Nonobstant, quand tu vois ce qui peut être fait en VR, enfin voilà, en réalité virtuelle, tu te dis que ça peut être quand même un outil assez intéressant, surtout pour les clients en face qui, si toi enfin voilà, ton modèle est bien fait, si tes textures sont parfaites, enfin si tu arrives aussi derrière à avoir un rendu qui soit photoréaliste et qu'en plus les données photoréalistes elles sont quasi réelles, comme je te disais hier, par exemple, avoir clairement quelle serait l'illumination et l'angle du soleil à telle date du Ouais, calendrier, de façon et interactive. d'avoir ce rendu-là, et voilà, et d'avoir ce rendu-là photoréaliste clairement dans la pièce que tu visites, et en plus de proposer ça à ton client quand lui il le voit. Mais je pense que ça peut te permettre de te rendre compte de plein de choses qui peut-être, enfin, tu peux pas te rendre compte vraiment quand tu fais que un rendu ou que tu fais juste une maquette ou que t'as que des plans ou, enfin bref, enfin, je pense que avoir une maquette la plus fidèle possible avant que ce soit construit, bah, je pense que c'est un win-win pour tout le monde en fait. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui justement arrive à regrouper toutes ces informations que vous avez maintenant avec le BIM et tout ça, ben ce serait génial parce que enfin voilà, vous auriez la possibilité en plus d'avoir enfin voilà tous ces corps de métier connectés, d'avoir une maquette qui elle selon enfin voilà selon le temps que vous avez le temps de passer dessus, d'avoir un rendu qui enfin voilà vous permette de clairement identifier plein de choses. Enfin, après, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas non plus créé de l'architecture et je sais que il y a aussi beaucoup de réglementations enfin voilà, qui prennent du temps. Il y a des budgets qui sont serrés, il y a des deadlines qui sont serrés aussi. Donc, enfin, c'est difficile aussi de s'imaginer perdre du temps entre guillemets, de faire des perces de concours là où il n'y a pas besoin. Mais enfin voilà, ce serait quand même utile d'essayer dans le futur de créer des passerelles entre les VFX et l'architecture parce que ça pourrait apporter beaucoup aux deux pratiques. Ok, bah ouais. Je sais pas trop comment réagir, mais je pense que ça. Enfin, vu comment on voit que ça a évolué depuis, je pense, 20 ans, je pense que ça serait une évolution assez logique. Enfin, ça vient par exemple Bien avec des sûr, logiciels comme Enscape qui permettent justement de faire de la VR dans Revit. Mais je pense que l'aspect photoréaliste est aussi beaucoup lié à la puissance des ordinateurs bien portables. sûr. Donc on verra comment c'est dans l'avenir, mais Et puis, enfin voilà, on en discutait hier, le médium vidéo au final et enfin, au final, ce que retrouve le client le plus souvent, enfin, lui coller une maquette sous le nez, ça peut être intéressant, mais je pense que lui, ça lui parlera plus d'avoir une vidéo immersive ou de lui donner la possibilité carrément de pouvoir se déplacer lui-même dans le bâtiment, enfin, de pouvoir avoir je sais pas moi, un ameublement déjà un peu standard qui lui permette déjà enfin, voilà, de se créer dans sa tête quelque chose, de se dire bon, ok, ça peut marcher, c'est sûr que je veux ça, ou au final, ben, vu comment c'est agencé, ben non, il y aura peut-être ça qui va changer. Enfin, je pense que c'est essayer de gagner du temps et potentiellement de l'argent aussi plus tard sur la qualité du bâtiment et sur le feeling que le client va ressentir à l'intérieur, quoi. Je pense que essayer d'aller dans le sens du client et justement lui proposer des choses tout en essayant enfin voilà. Après, je pense aussi que c'est compliqué pour l'architecte de tout montrer parce que, enfin, quand t'es architecte, des fois, faut essayer de se préserver un peu et montrer des choses petit à petit. Mais, enfin, je sais pas, enfin, je l'imagine comme ça. Enfin, je me suis toujours dit que, enfin,
pour moi, ça fait sens. Enfin, si un jour j'arrive à travailler dans une agence d'archi, en tout cas, j'essaierai de pousser le plus possible dans ce sens-là. Tu songes à revenir dans la visualisation d'architecture en parallèle Des de fois, ton école à La Réunion? des fois, j'y pense. J'ai un ami qui est architecte à La Réunion qui lui, développe pas mal ce concept de vidéo dont je te parlais, qui selon lui, a un attrait commercial intéressant par rapport à ce qu'il fait. Et c'est vrai que souvent, il m'a soufflé que enfin, ça l'intéresserait que j'arrive à essayer de développer ça avec lui et qu'on essaye de tester des choses. Enfin, par exemple, souvent, tu sais, il fait des perces et je vois que, enfin, la réunion, en tout cas, tu sais, le contexte n'est pas là. Et souvent, moi, je lui dis, ce qui serait cool, justement, ce serait de pouvoir avoir des images drone de la parcelle et de après venir insérer le bâtiment sur le shot drone. Et ça, après, le proposer au client, je pense que, enfin, c'est pareil, ça, au niveau de l'intégration, et pour les gens qui, pareil, doivent signer pour le bâtiment, je pense que c'est plutôt intéressant vu que enfin, c'est la manière la plus fidèlement possible que tu puisses le représenter au final, ce bâtiment qui n'est pas construit. Et on en parlait aussi hier, tu vois des studios d'archviz comme Mir ou comme Luxigon enfin, voilà, qui sont déjà passés ou qui en tout cas commencent à se développer un peu plus sur tout ce qui est rendu 3D en vidéo, plus que de la perce conventionnelle de concours. Mm. Mais ça vient pour les gros concours. Enfin, là, le nouveau parc des expos de Strasbourg par Kengo-Kuma, ils ont fait ça, ils ont fait des plans de drone avec le bâtiment qui est hyper bien intégré sur la vidéo. Donc ta vision se réalisera, promis. Oh, ben, c'est pas forcément ma vision, mais Si, oui, si, enfin, si. là, je sais que, par exemple, il y a des collègues de Montpellier qui ont ouvert une boîte comme ça à Bordeaux, qui est dans la VR. Enfin, enfin, je pense que ça va se développer de plus en plus. Je pense que c'est juste enfin, comme je te disais, les logiciels encore entre vous, tout ce qui est très, très technique et nous, ce qui est plus sur le visuel pour l'instant, c'est un peu compliqué à connecter, bien que, enfin, qu'il y ait des gens qui le fassent Ouais, très faut bien. développer les passerelles entre les deux, quoi. À développer dans une utilisation en agence, c'est ça que je veux dire, quoi. Vous donnez à vous la possibilité d'avoir, voilà, un rendu un peu quali déjà de base, quoi. Enfin, ce serait un peu cool aussi, quoi. Permettra à plein d'agences de, justement, ne pas tomber dans ce phénomène de concurrence où tu es obligé de payer super cher tes images de concours. Enfin, j'imagine que les gens qui votent pour un concours, ils vont pas s'arrêter que sur les images de concours, mais c'est pareil, je pense que dans mon imaginaire à moi, enfin, si elles sont bien faites et que les planches sont bien faites, bah, peut-être que le projet il sera pris, alors que peut-être à côté tu as un projet qui déboîte, mais au final la présentation est un peu moins bien et du coup ça le dessert. Enfin, ça peut arriver, du coup. Je pense que ça joue beaucoup, enfin. Par expérience sur d'autres projets, je sais que le visuel, ça permet d'enrober des trucs des fois. C'est ça. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder encore un sujet qui te tient à cœur? Ou alors tu penses qu'on a fait le tour on est resté plus synthétique qu'hier, mais ça a permis d'aborder un petit peu beaucoup de choses. Non, non, bah écoute, non, je pense on a fait le tour, hein. Après, sur ta thématique à toi, enfin, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, au final, qui ont ou pas le diplôme et enfin voilà, qui ont eu des reconversions assez folles, quoi. Et je pense que les études d'archi, au final, sont tellement ouvertes et on aborde tellement de sujets différents en fait durant ces études que c'est pour ça aussi que on a cette facilité à rebondir. Je pense que la prise de parole devant classe entière en projet,
aide énormément aussi dans toute la vie. Enfin, rien que de faire cet exercice-là assez souvent, toutes les semaines, enfin, ça te forge quand même à avoir beaucoup de facilité à travailler avec des gens et en plus à présenter tes idées assez clairement en public. Donc c'est quand même un point assez intéressant, surtout dans les VFX où enfin, voilà, souvent tu as des dailies et enfin, voilà, il faut être assez réactif et essayer de proposer des solutions à des problèmes ou enfin, voilà, essayer de capter ce qui va être fait assez rapidement. Du coup, dans ça, c'est assez formateur. Enfin, c'est pareil, on a quand même une éducation artistique en architecture qui, enfin, tu vois, selon Artefix, s'apparentait clairement à une mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pu intégrer Artefix en troisième année, alors que l'école est en 5. Donc, je pense que la reconnaissance aussi, tu vois, de ce diplôme dans d'autres diplômes, enfin voilà, si t'as une licence, enfin c'est quand même assez reconnu si tu veux aller dans d'autres diplômes. Donc voilà, enfin ça nous permet quand même de rebondir pas mal et de se familiariser avec ou de se spécialiser dans d'autres formes d'art en continuant à être architecte. Enfin, j'avais un prof d'histoire de l'architecture qui me disait que tous les architectes étaient peintres. Et je pense que, enfin, voilà, tous les gens qui sont vraiment architectes et qui vivent de ça aujourd'hui, enfin, font de l'art à côté. Enfin, ils font de la musique, ils font de la cuisine. Enfin, ils arrivent à puiser l'inspiration ailleurs tout en étant créatifs. Enfin, Ouais, ils sont multi-créatifs. C'est ça. Mais c'est le métier qui veut ça au final. Enfin, tu dois compiler et savoir des choses sur plein de thèmes différents pour avoir un bâtiment qui réponde le plus fidèlement et le mieux possible à l'utilisation des personnes qui vont être à l'intérieur. Ok, bah très très bonne réponse. Je sais même plus s'il y avait une question de base ou pas, mais Non, ça c'était fait une... la question de base, c'était Parce que tu as des choses à rajouter, mais du coup, c'est ça, du coup, ça fait une et très bonne ouverture. je voulais embrayer sur, enfin voilà, sur ton thème, quoi. En quoi ça peut être assez fou de voir que plein de gens rebondissent dans plein de sens différents, mais au final, enfin, c'est les études d'architecture qui nous donnent des billes pour ça aussi, quoi. Donc, Mais là, ce qui est marrant, c'est que par exemple, là, au moment où on enregistre ça, je viens de finir le montage d'un épisode avec un ingénieur terre crue. Ensuite, celui d'après que je suis en train de monter, c'est avec le groupe de musique MPL, qui faisait un collectif d'archi aussi. Et là, maintenant, effets spéciaux. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable. Quand j'ai lancé ça, je m'attendais pas à avoir une telle diversité de profils. C'est assez marrant. Et moi, pour la culture G, c'est vraiment génial de découvrir un petit peu, de piocher tous les métiers partout. non, j'avoue. Je sais pas si les gens écoutent tous, mais moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer tout ça. Donc, merci beaucoup. Écoute, j'espère. Merci beaucoup à tous et à toi là d'avoir participé aujourd'hui. Et ben, je te remercie aussi, et je vous remercie aussi d'avoir écouté jusqu'au bout si vous l'avez fait. C'est très gentil. Ah non, tu m'as piqué ma conclusion. Merci, en effet, merci à toi encore une fois. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, sur le compte iQuitect. Il y a une publication associée à chaque épisode, donc vous pouvez commenter en dessous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça ne sert à rien, mais ça fera plaisir à mon ego. Merci à Simon Sika et Darius Afshar pour la musique du générique, et à Louise Gonemery pour les illustrations sur Instagram. C'était Drop the Kutch.